Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce huitième épisode déjà du podcast Destination Paris 2024 qui donne la parole aux Mosellans qui préparent les Jeux Olympiques de Paris. Aujourd'hui, je suis avec Quentin Bigot, spécialiste du lancer de marteau. Bonjour Quentin, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Quentin, je te propose qu'on passe tout de suite dans le vif du sujet pour la première partie du podcast qui s'appelle la cérémonie d'ouverture et qu'on apprenne à te connaître. Pour commencer, on t'a dit ton nom. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur toi en quelques mots? Eh bien, je vais avoir 32 ans cette année. Je suis lanceur de marteau, athlète licencié à Athlétisme Metz Métropole, Mosellan depuis toujours, puisque je suis né à Hayange, dans les forges Ouais, des aciéries, et en fait, j'ai grandi à Gandrange, juste à côté, où ouais. j'habite toujours. Voilà, donc, et je m'entraîne aujourd'hui à Metz, et j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 12 ans. Voilà. Donc ça commence à faire un petit moment. Je vais fêter mes 20 ans cette année parce que j'ai commencé le lancer de marteau en septembre 2024, donc Ouais, ça va faire 20 ans cette année. punaise, le temps passe vite. Ouais, le temps passe. Et comment on en vient un jour à se dire, tiens, je vais faire du lancer de marteau justement? Ah, c'est vraiment du hasard, hein. On se lève pas le matin en se disant Ouais. qu'on va lancer le marteau. Donc en fait, moi, j'ai toujours fait du sport. Mes parents ont toujours voulu que je fasse du sport. Mhm. Et donc, j'ai fait 6 ans de gymnastique quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai fait un an de handball, un an de lutte. Et ensuite, le club de lutte a fermé où j'étais à Vitry-sur-Orne. Et Ok. mon père avait toujours fait, lui, du sport et était un coureur à pied, et toujours un coureur à pied. Et il m'a dit, écoute, l'athlétisme, il y a pas mal de disciplines qu'on peut faire. On peut sauter, courir, lancer, etc. Donc, il m'a emmené au club d'athlétisme d'Amnéville. Et la course à pied, c'était pas mon truc, comme c'est toujours pas mon truc aujourd'hui. Et j'ai vu cette cage de lancer que je ne connaissais pas. Je savais pas ce que c'était du tout. Et on m'a emmené pour essayer, voilà, tout simplement. Et ça m'a plu, et puis voilà, j'ai continué. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. De fil en aiguille, c'est un beau coup de pouce du destin. Ah oui, clairement, clairement. Et vous semblez attaché toujours à la Moselle, puisque vous êtes conseiller municipal, si je dis pas de bêtises, encore à Ouais. Gandrange, vous multipliez les actions avec le département. Comment vous Oui. expliquez que cet attachement perdure dans le temps? L'expliquer, je pense que c'est assez difficile. Je pense que même moi, je ne me l'explique pas, hein. C'est simplement que j'essaye de rendre un peu ce qu'on m'a donné. Moi, j'ai eu la chance, bah, par exemple, pour parler de Gandrange, où je suis conseiller municipal. C'est là que j'ai commencé le sport, c'est là où j'ai été à l'école, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai démarré ma vie en fait, hein. Et je me dis quelque part en m'appliquant dans la vie de la ville aujourd'hui, c'est une manière de rendre un peu ce qu'on m'a donné. Et Mhm. je trouve ça normal, je trouve ça bien. On est pas mal de jeunes dans le coin à faire ça, et je trouve que c'est bien. Ensuite, j'ai jamais voulu partir de la Moselle pour m'entraîner. J'ai eu des propositions à l'époque quand j'étais plus jeune pour aller m'entraîner aux États-Unis, Ok. pour partir ailleurs. J'ai jamais voulu partir parce que j'estimais que cette culture du lancer de marteau qu'on a en Moselle depuis très très longtemps, depuis des décennies, elle devait rester en Moselle, Mhm. et que c'était trop facile de partir ailleurs où, par exemple, il y avait des infrastructures déjà très développées. Pourquoi ne pas les développer ici? Et finalement, c'est ce que j'ai fait, puisque à Metz, aujourd'hui, on a deux cages. On a une ville de Metz avec deux cages de lancer extérieures et une cage de lancer en salle. Ouais. Là où d'autres villes ont des fois tout juste une cage de lancer. Et on a un groupe de lancer assez costaud, puisque on rafle très souvent tous les ans les Coupes de France par équipe. Donc ça veut dire que ce savoir-faire, il est resté en Moselle. Et pour moi, c'était important de garder ce Made in Moselle, en fait, Ouais. sur le lancer du marteau, sur notre pratique. C'est une source de fierté pour toi que ce soit resté tout ça en Moselle? Ah oui, mais tout à fait, tout à fait. Je suis mosellan, moi, depuis des générations et des générations. Je suis remonté dans mon arbre généalogique jusque très, très, très loin, et on a toujours été en Moselle. Donc, Ok. pour moi, je trouve ça normal de développer le territoire dans lequel on est et on évolue, parce que c'est ce qu'on va laisser aussi à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, si moi, j'avais décidé de partir ailleurs,
ben, tout ça aurait périclité, se serait perdu et c'était pas du tout mon souhait. Donc Mhm. aujourd'hui, si demain je dois arrêter ma carrière de lanceur, je sais qu'il y a une continuité derrière et ça, c'est très important. Et justement, vous êtes très attaché au département. Est-ce qu'il vous arrive de suivre les autres équipes, les autres sportifs du département? Oui, alors en plus, le département de la Moselle fait en sorte qu'on se croise quand même assez souvent sur les Ouais, cérémonies, sur les choses où on est invité. Donc, ça crée des vraies relations avec les autres sports. Et ça, c'est très enrichissant. Il n'y a pas tous les départements qui permettent ça. Et le département de la Moselle, qui est quand même très impliqué dans le mm, sport à nos côtés, fait que les bons résultats du sport mosellan, bah, ils n'y sont pas pour rien, quoi. Donc, et tout ça, ça fait partie. Il n'y a pas que l'aspect financier. Souvent, on voit le côté purement financier des aides pour les sportifs, mais il n'y a pas que ça. Partir en stage, avoir les moyens, c'est bien, mais on a besoin d'humains aussi. On n'est pas des ouais. machines, on est des humains avant tout. Et l'échange avec les autres fait partie de ça. Et le département l'a compris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des liens assez forts entre sportifs du département. Ouais, c'est vrai que je vois souvent vous êtes réunis lors d'événements, que ce Ouais, soit au Moselle Open, que ce soit au lancement des un an avant les Jeux. C'est un département qui est très très actif au niveau du sport, quoi. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et avant de passer à la deuxième partie du podcast qui est un peu plus spécifique à votre sport, j'aimerais qu'on revienne. Je crois c'était il y a presque 10 ans déjà, vous avez été suspendu pour dopage. Et aujourd'hui, du coup, vous intervenez auprès des jeunes pour, entre guillemets, qu'ils apprennent de vos erreurs. C'est très important pour vous, cette rédemption, entre guillemets, de transmettre ce moment de faiblesse comme vous le décrivez? Ouais, alors moi j'ai fait effectivement cette erreur-là à 19 ans. J'étais très jeune, hein. Aujourd'hui, j'ai le regard d'un adulte de 32 ans Mm, qui voit une histoire comme ça chez un jeune et c'est d'autant plus fort pour moi qu'il faut le transmettre parce qu'il y a beaucoup trop de sportifs de haut niveau qui tombent dans cette spirale du dopage. On sait très bien que le sport de haut niveau est souvent gangréné par ce malheur-là et malheureusement les athlètes en parlent pas assez et c'est vraiment dommage parce que un des meilleurs leviers pour lutter contre le dopage, c'est pas les contrôles antidopage. Les contrôles ouais. antidopage, c'est du répressif pour moi. On est déjà on est dans le répressif. C'est comme un contrôle routier Mm, aux jumelles pour la police. Mais si on veut éviter que les gens roulent trop vite ou se dopent, il faut avoir de l'éducation. Il faut éduquer mieux nos jeunes. Et malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, on n'agit pas assez sur ce levier d'éducation. Moi, je me souviens quand j'étais très jeune, j'avais 15 ou 16 ans, jamais je n'ai fait un seul colloque de lutte contre le dopage mm, mm, ou mm, mm. jamais, en fait. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc après, c'est facile de dire aux gens que vous avez triché, etc. Oui, oui, certes, c'est pas bien, on le sait, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour empêcher les jeunes de tomber là-dedans, quoi. Donc C'est vrai. moi, j'essaye à la petite portée que j'ai de le faire. Et puis, j'estime qu'en ayant fait cette erreur-là, j'ai un peu une dette envers la société. Voilà, même si j'ai été suspendu et que j'ai payé légalement ma dette, pour moi, j'ai une dette jusqu'à la fin de mes jours par rapport aux gens. Euh, C'est-à-dire que je suis plus là tous les jours à présenter des excuses aux gens, mais j'essaye de leur faire comprendre ce qui s'est passé pour moi à cet âge-là et pourquoi j'ai pris ce chemin-là et pourquoi c'était une erreur et pourquoi il faut surtout pas le prendre et pourquoi je suis là aujourd'hui pour leur expliquer. Je veux dire, moi, je gagne rien à parler de ça. Ça me coûte même plus parce que bah, moi, ça me touche, puisque aujourd'hui, j'ai encore des gens qui sont capables d'un peu m'insulter ou des choses Ok. comme ça parce que il y a des gens qui pensent qu'un tricheur un jour, tricheur toujours, etc. Moi, je leur réponds que non, parce que je Mm, sais par quoi je suis passé. Après ce contrôle positif, ça a été très, très difficile. Quand on a 20 ans et qu'on est sous antidépresseur et qu'on est soutenu par personne, parce qu'il n'y a plus personne à ce moment-là, à la fédération, le ministère des Sports, tout le monde vous met sous le tapis, vous tourne le dos. ouais. Et ça, c'est une des choses pour lesquelles je me bats, parce que ça tombe bien, on peut en parler aujourd'hui. On parle souvent des athlètes qui sont contrôlés positifs une seconde fois. Mm, Et on se dit, bah, vous voyez, les gens se disent, bah, vous voyez, il a triché un jour, il a retriché une nouvelle fois, donc tricheur à vie. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est quand on est contrôlé positif, vous êtes suspendu 2 ans, 3 ans ou 4 ans ou plus, et on ne demande pas de vos nouvelles, et vous pouvez reprendre la compétition 2 ans après sans aucun contrôle. mm, mm, Donc, mm, mm. ce qui devrait être fait, c'est que
le dopage, ça a été une croyance, c'est-à-dire je ne peux pas lancer loin le marteau sans me doper. Comment je fais pour changer cette croyance au bout de 2 ans? Si personne ne m'aide pour changer, je ne changerai pas. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont permis de changer. Et c'est ce qui a fait que ensuite, j'ai pensé que je pouvais faire mieux sans dopage. Mais c'est ce qui s'est passé puisque je lance plus loin aujourd'hui. Ouais, Mais si personne ne vous aide, personne ne vous tend la main, bah, l'athlète qui est dans un schéma de le dopage m'aide à faire des performances, au bout de 2 ans, il pensera toujours la même chose et il va certainement encore reprendre les mêmes produits. Donc moi, c'est pour ça que je me bats aujourd'hui. C'est pour qu'enfin les agences de lutte contre le dopage pensent à inclure des suivis psychologiques obligatoires ouais, avant la reprise de la compétition, ce qui n'est pas le cas. Et un vrai suivi, en fait, pour savoir où sont les athlètes. Moi, pendant 2 ans, j'étais suspendu. Je n'ai eu aucune nouvelle. J'aurais pu être en Russie pendant 2 ans à reprendre encore plus de produits. On m'aurait rien demandé. Et c'est ouais. ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Aujourd'hui, on a besoin d'un suivi et on évitera certainement les deuxièmes cas de dopage, mais surtout, il ne faut pas oublier que les athlètes qui se dopent, c'est quelque part une forme de manque de confiance en soi, de maladie presque mentale, c'est-à-dire que c'est pour combler un manque de confiance. Donc ça veut dire qu'il y a un problème psychologique derrière qui a besoin d'être réglé. Et c'est pas le contrôle positif et la suspension qui les règlent. Je veux dire, aujourd'hui, quand on voit des prisonniers qui sont réinsérés dans la société, ils ont tout un tas de suivis, même de Complètement. réinsertion à l'emploi quand ils sortent de prison, ce qui n'est pas le cas pour les sportifs qui sont contrôlés positifs. D'autant que la pression pour les jeunes, elle doit être énorme en début de carrière. Il y a peut-être une pression de résultat et c'est vite Bah, arrivé, il y quoi. a une, il y a une pression qui vient de l'extérieur, forcément, mais il y a une pression qui vient de nous-mêmes, parce que moi, je me souviens que quand j'avais 18 ou 19 ans, quand on me parlait de lancer le marteau, moi, ça me faisait dresser les poils, et puis j'aurais été prêt à tuer père et mère pour lancer le plus loin possible, quoi. Ouais, ok. Et, et alors, je vais aller même plus loin dans ce raisonnement-là. Des fois, quand je parle à des jeunes de tout ça, je leur pose une question qui est assez, voilà, qui interpelle, moi, qui m'interpelle tout le temps. Je leur dis, demain, vous êtes champion olympique avec le record du monde, mais vous mourrez le lendemain des Jeux olympiques. Ou vous n'irez jamais aux Jeux, vous serez jamais athlète de haut niveau, mais vous vivrez jusqu'à 85 ans avec une belle vie, une famille, etc. Ouais, Ben, j'ai 70% des jeunes athlètes qui préféreraient être champion olympique et mourir le lendemain que, euh, que, que de vivre 80 ans. Donc si ok. les gens sont prêts à mourir pour une médaille olympique, ils sont prêts à se doper aussi, en fait. Hein, parce Ouais. que le dopage n'est pas forcément égal à la mort. Donc, et moi, je trouve que c'est un constat assez grave parce que quand il y a des jeunes qui se lancent dans le sport de haut niveau, ils ont tendance à voilà, surévaluer ce que c'est et à vouloir un peu trop ou à tout prix le faire, alors que on peut très bien le faire et mener une vie d'étudiant, une vie de famille tout à fait correctement. Mais pour ça, il faudrait que les athlètes prennent plus la parole pour Mm. expliquer ce que je dis ce matin. Ouais, que ce soit moins un sujet tabou et qu'il y ait beaucoup plus de Oui, sensibilisation. tout à Mais fait. c'est super intéressant et l'action, je pense elle est importante pour les jeunes. Oui, oui, il faut être là. Moi, je sais que, bon, après, j'ai un planning, je suis pas professionnel de l'antidopage, donc Complètement. je peux pas faire ça de ma vie, mais dès que je peux, si on me demande d'intervenir dans un groupe d'athlétisme ou dans un club, j'essaie d'y aller. Si mon calendrier me le permet, je le fais parce que je trouve que c'est important. Moi, je me dis que si à la fin de ma carrière, j'ai empêché un ou deux athlètes de se doper, pour moi, Ouais, c'est le, réussi. le, le combat est réussi, quoi. Et du coup, vous le dites, aujourd'hui, ça vous a servi puisque vous lancez beaucoup plus Oui. loin. Et du coup, je vous propose qu'on en parle dans la deuxième partie du podcast qui s'appelle Les Jeux. Et au début de l'année 2023, vous êtes fait opérer du dos. Et Ouais. quel impact a eu cette blessure, en fait, sur et votre rééducation sur cette trajectoire de progression, je dirais? Alors, on savait que ce petit problème de dos, là, il me suivait depuis quelques années. Tous les ans, j'avais des douleurs à cet endroit-là et bon, on se doutait qu'il y avait peut-être quelque chose d'un peu plus grave. Et finalement, ça a été au championnat d'Europe à Munich en 2022 où, sur le premier essai de la finale, je me bloque le dos et qu'on a fait une imagerie derrière et l'imagerie a bien révélé une hernie discale. Mhm. Donc, à partir de là, on savait que j'avais l'épée Damoclès au-dessus de la tête.
En première attention, il n'y a pas d'opération, donc j'ai été simplement soigné. Mais 6 mois plus tard, lors d'un mouvement de musculation, c'est revenu. Et là, vraiment avec un côté paralysant de la jambe droite, des grosses Ok. douleurs. Donc là, l'opération était inévitable, que ce soit pour ma vie d'athlète ou pour ma vie d'homme tout court. Mm. Donc, donc j'ai été opéré très vite. Donc ça, c'était très bien. Ça n'a pas perdu de temps. Après, effectivement, sur la saison 2023, oui, bah, on aurait préféré que la hernie reste encore un peu plus, un peu cachée Ouais. jusqu'après les Jeux de 2024. Mais en réalité, je pense que c'était une bonne chose parce que il valait mieux février 2023 que février 2024. Parce Ah, que ça, si c'est clair. aujourd'hui j'avais dû être opéré maintenant, là, je pense que les Jeux, c'était foutu. Mm. Alors que finalement, opéré en février 2023, psychologiquement, ça m'a quand même libéré en me disant, bon, ben, ce truc que je traîne depuis 4 ou 5 ans, on va enfin me l'enlever, je vais pouvoir avoir les idées claires pour préparer les Jeux. Parce que tous les ans, j'avais quand même une petite appréhension par rapport à ce dos-là. Et finalement, voilà, on me l'a enlevé en 2023. Et on a fait le choix de ne pas faire de saison en 2023, bien qu'il y ait les championnats du monde d'athlétisme à Budapest. Mm. Ça a été un choix quand même assez difficile parce que bah, je sortais d'une année 2022 où je venais de faire mon record personnel, Ouais. où je termine juste au pied du podium, quatrième aux mondiaux de Eugene avec plus de 80 mètres le jour de la finale. Donc 2023, j'étais encore en course pour être sur le podium mondial lors des championnats du monde d'athlétisme à Budapest. Mais je me suis dit aussi, l'idée pour moi maintenant, c'est qu'en septembre 2023, je puisse me dire, OK, le dos est réglé, je peux me préparer pour une saison complète Ouais. et préparer les Jeux de Paris. Et donc ça a été le pari gagnant et quelque part, ça soulage quand même psychologiquement parce que j'aurais pu faire une saison 2023 quand même, parce qu'en en 2023, en été, je lançais déjà le marteau. Ouais. Euh, mais le fait de se dire qu'il y avait une saison, je pense que ça m'aurait fait me presser. Et Mhm. psychologiquement, ça n'aurait pas été très bon pour moi et pour le dos aussi, parce que j'aurais pu être pressé et me refaire mal. Donc, le fait de me dire, OK, j'ai 6 mois devant moi pour me soigner, prendre mon temps, etc., ce qui était bien plus que préconisé par les médecins, bah, ça m'a permis en septembre 2023 de repartir voilà, jusque maintenant euh, sans aucun problème et sans aucune appréhension sur le dos. Et justement, après cette opération, vous n'avez pas du tout eu peur de ne pas revenir à temps pour les JO? Ah bah, on a toujours peur, hein. Ça, c'est Ouais, quand on se fait opérer du dos, en fait, on ne sait pas parce que ça atteint quand même le nerf sciatique, ça atteint c'est un clair. petit peu comment dire, mon nerf releveur du pied droit. Et le pied droit au marteau, c'est le pied qui accélère en fait, Mm. hein. Donc au début, comment dire, j'avais perdu beaucoup de force dans cette jambe-là. Et finalement, c'est revenu petit à petit. Mais en fait, là, à l'entraînement, encore aujourd'hui, chaque centimètre ou chaque mètre que je prends, c'est des mètres rassurants où je me dis, Ok. OK, bon, bah voilà, j'ai réussi à remonter là, là, là. Mais finalement, je sais pas, je peux pas savoir si j'arriverai à faire plus de 80 mètres ou pas parce que bah, je reviens de l'opération et pour l'instant, je suis sur une progression constante. Mais on peut pas. Oui, psychologiquement, c'est un peu difficile quand même. Et justement, avant votre blessure, vous le disiez, vous aviez beaucoup progressé avec des lancers à 80 mètres de plus en plus réguliers. Et Oui, comment vous abordez les jeux au niveau des ambitions? Parce que c'est aussi très très solide devant au niveau mondial. ouais, bah là aujourd'hui, le niveau mondial, il a quasiment jamais été aussi costaud, hein. La dernière édition des Jeux où je termine cinquième en 2021 à Tokyo, le podium était le podium le plus relevé de l'histoire de la discipline. Alors que à Rio, avec ma performance de Tokyo, je terminais champion olympique. Ouais. Donc ça, c'est la preuve que la discipline évolue dans le bon sens. Voilà, c'est dommage pour moi, quelque part, je tombe au mauvais moment, mais quelque part, je participe aussi à ça, quoi. Je fais partie des gars qui sont dans le top 5 mondial tous les ans. Je pense que ça sera pareil pour Paris. Je pense qu'on sera 6 ou 7 lanceurs pour 3 places Ouais. et que ça se jouera à celui qui sera le mieux préparé. Voilà, ça se jouera à la tête hein, le jour J.
L'avantage que j'aurai pour moi, c'est que je serai chez moi Oui, et que, a priori, j'aurai un public qui sera, qui sera conquis normalement. et qui m'aidera à aller chercher l'exceptionnel et aller chercher une performance voilà, qui aurait peut-être pas été possible ailleurs que dans le Stade de France et qui me permettra peut-être de monter sur le podium. Voilà, mais dans tous les cas, c'est à moi aujourd'hui de faire le boulot tous les jours parce que mes adversaires, eux, les anneaux olympiques, c'est toujours très relevé. Donc, il n'y a surtout aucune marge à se laisser tous les jours, quoi. Complètement. Et tu parlais des Jeux Olympiques en France. Je suppose que l'idée de vivre cette expérience olympique, que en plus tu avais vécu à Tokyo, mais dans un peu cette bulle sanitaire, Covid, des Jeux un peu spéciaux, l'expérience Ouais. olympique à Paris, ça dépasse, je suppose, l'idée du rêve de gosse. Ah bah, quelque part, c'est beau. Ce sera peut-être mes derniers jeux, je sais pas. En tout cas, ça sera mes troisièmes. Et quelque part, avoir les jeux à Paris, sachant que les derniers qu'on a eus, c'était il y a 100 ans, Mm. c'est quelque chose d'être là. Et puis surtout, que moi, je puisse y participer en étant au top de ma carrière, parce que j'aurais pu y participer en étant très jeune ou en étant plus vieux et sans chance de médaille. Mais là, je sais que faire une médaille olympique à Paris, c'est gravé à vie dans la tête des gens, quoi. C'est On se clair. souvient tous des championnats du monde d'athlétisme en 2003. Les gens ne connaissaient rien au lancer de marteau. Par contre, Manuela Montebrin, tout le monde a connu Manuela Montebrin parce qu'elle termine troisième. Et je pense que pour un Français, faire une médaille cette année aux Jeux, c'est une médaille olympique. C'est comme les autres médailles olympiques, mais ça sera vraiment très différent. Ouais. Et c'est justement ces médailles olympiques qui ont été dévoilées il y a quelques jours. Enfin, t'en penses quoi? Elles sont magnifiques. Ouais, Elles sont, elles sont incroyables. Moi, je trouve que c'est les plus belles médailles des Jeux olympiques de ouais. l'histoire. Et puis, voilà, je vais être un peu chauvin, mais pour un bon Mosellan, un bon Lorrain que je suis, avoir un morceau de Tour Eiffel Ça, c'est sur clair. la médaille qui vient de Lorraine, de Pompée, je me dis, allez, quelque part, il faut bien que je ramène ça chez moi, quoi, parce Ouais. que faut bien rendre à César ce qu'il y a à César. Pour un petit Gandrangeois qui a grandi en face de la Syrie, Arcelor, voilà, où l'acier était vraiment le pilier de notre ville, de notre village et de la vallée de l'Orne, il faut que je ramène Ouais. ce morceau d'acier là chez moi, quoi. Ça sera un beau pied de nez à l'histoire, je pense. Ouais, ce morceau d'acier, c'était ça passe ou ça casse un petit peu, et pour toi, ça passe carrément. C'est clair. Bah, du coup, je te propose qu'on parle un petit peu de ta préparation de ton année olympique qui se profile Ouais. dans la troisième partie qui s'appelle la cérémonie de clôture. Et peut-être Ouais. sur une question un peu différente, on t'a vu plusieurs fois au rugby à Metz et il me semble qu'une fois, tu as même donné un coup d'envoi fictif. Oui, Ça aurait oui, pu être oui. une autre carrière pour toi, le rugby? Ah, je pense pas. Non? Non, je pense pas parce que j'aime pas prendre des coups. Alors, Ok. j'aime pas du tout les sports de contact et de combat, donc ça aurait pas été pour moi du tout le rugby. Vraiment, en plus, j'aime pas courir et il faut courir quand même. Donc, Mm. non, et puis je j'ai pas du tout un côté, le côté sport collectif, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien gérer. Bien sûr, j'ai une équipe, je fais un sport individuel, mais j'ai une équipe autour de moi. J'ai un coach, j'ai un préparateur mental, j'ai mon kiné, j'ai mon ostéo. Donc, il y a la famille, il y a les amis. Ouais. Donc tout ça, c'est une équipe qui sont autour de moi pour m'aider à lancer loin le marteau. Mais c'est quand même moi qui est au centre du projet pour avancer et c'est moi qui prends mes décisions. Sur un sport collectif, c'est un peu différent quand même. Et Et, j'aime bien être au centre du projet et mener mon projet vraiment de front. Donc c'est vrai que j'aurais du mal sur les sports collectifs, je pense. et justement, tu parles de ta famille, tu sembles très très attaché, c'est un moteur pour toi, ta famille. Ben, ils sont là quand même 70% du temps. Je veux dire, sur 24 heures, je suis un tiers ou deux tiers de ma journée à l'entraînement. Le reste du temps, je suis chez moi avec Mm. eux. Donc voilà, j'ai mon fils qui grandit et j'ai pas non plus envie de passer à côté de trop de choses. Alors, c'est pas évident. Il est né l'année où je préparais les Jeux de Tokyo. Ok. Donc, je devais partir en stage régulièrement. C'était vraiment pas évident parce que quand je partais 2 semaines, je rentrais, il avait changé à cet âge-là. Il prenait 2 semaines, Ça il avait grandit plus la même vite. tête, ça grandit vite.
Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui peuvent en parler. Partir en stage, puis voir ses enfants pendant sa femme et ses enfants et ses amis pendant 3 semaines, c'est très très long, c'est parfois difficile. Ça fait partie des avantages. Alors oui, les gens se disent, oh là là, il est au soleil, Ouais, c'est cool. Ouais, sauf que moi, quand je vais en stage au soleil, je vois le stade, l'hôtel, et puis allez, une fois, on a une journée off, alors on va se balader, ouais. mais c'est tout en fait, hein. Moi, pareil, sur les compétitions, on me dit, oh là là, tu voyages beaucoup, c'est génial. Ouais, mais je vois l'aéroport, le stade et l'hôtel, quoi. Donc, ça, c'est les côtés des avantages du sport. Partir des fois longtemps quand on est très attaché à sa famille, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, c'est quand même mieux. On a quand même les téléphones, on peut s'appeler en FaceTime. Ouais, c'est ça. C'est quand même différent. Je me dis, il y a 20 ans en arrière, c'était pour les athlètes, ça devait vraiment être plus dur, quoi. Ouais, c'est clair, il n'y avait pas tous ces moyens de technologie et tout. Bon, on va quitter un peu le soleil et je vais, je vais revenir à Gandrange dans ta ville. Parce que tu le disais, Oui. tu es conseiller municipal. C'est important pour toi d'avoir cette activité pour ta ville, de te mobiliser? Ouais, ouais, parce que j'ai grandi là. J'ai des souvenirs dans toutes les rues de cette ville, avoir joué petit avec plein d'amis. J'ai grandi là en plus. Tous mes grands-parents, je veux dire, mes deux grands-parents, voilà, étaient installés dans cette ville. Toute la Ok, famille était dans la ville et ils sont toujours d'ailleurs. J'étais à l'école là, j'ai commencé le sport là aussi, la vie associative, tout ça. Et quelque part, je suis amoureux de mon village, quoi. Je suis amoureux de ma ville. C'est un peu ma bulle parce que quand on est sportif de haut niveau, des fois, on est beaucoup sollicité. On a une vie un peu au-delà, ouais, au-delà du normal parfois. Et quelque part, moi, revenir à Gandrange, être là, c'est quelque part m'enfermer dans ma bulle avec des gens qui me connaissent, mais qui me connaissent pas forcément que comme athlète de haut niveau parce qu'ils ok, m'ont vu grandir. Et ça me permet de me forger un petit cocon. Voilà. C'est pour ça que j'ai jamais voulu partir. Puis aujourd'hui, voilà, conseil municipal, future tête de liste en 2026 pour les élections municipales aussi, parce que j'ai envie d'aller plus loin là, dans ouais, ce défi-là. J'ai envie de rendre plein de choses à ma ville et de faire plein de choses pour ma ville. Donc pour moi, c'est assez naturel en fait. C'est pas et mon côté sportif de haut niveau rentre pas du tout en ligne de compte. C'est pas les résultats sportifs qui vont me faire être conseiller complètement. municipal ou être maire plus tard. Je pense que ma carrière de sportif de haut niveau va me servir parce que mon expérience, tout ce que j'ai appris pendant ma carrière pourra me servir, ça c'est certain. Les résultats, absolument pas. Je pense que si on devait être médaillé mondial d'athlétisme ou médaillé olympique pour être maire d'une ville, ça se saurait, hein. C'est clair. Mais, mais voilà, non, non, moi, c'est vraiment par amour. Je pense que, tu vois, on me dirait, tiens, Quentin, je sais pas, on te donne la ville de Metz sur un plateau d'argent, tu es Ouais, maire de Metz. Je n'en veux pas, j'en veux pas. Je veux pas être maire d'une autre ville. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma ville, ma petite ville. On est 3000 habitants. Voilà ce qui mm, m'intéresse, c'est de m'occuper des gens, des seniors, des gens qui m'ont vu grandir, qui m'ont donné beaucoup quand j'étais gamin, qui m'ont vu, qui m'ont permis de faire plein de choses ouais, et qui font ce que je suis aujourd'hui quelque part. Et je me dis, je dois quelque chose et puis je le fais avec passion parce que j'aime ça, quoi. ouais. Et il faut surtout pas se forcer quand on fait ça. Et pour moi, j'ai pas l'impression de faire de la politique, quoi. On me dit, ah, Quentin, tu fais de la politique. Bah non, non, j'ai pas l'impression, quand on est dans une ville de 3000 habitants, de faire de C'est la clair. politique, quoi. Ouais, on a un petit C'est, peu en dehors, c'est plus petit village, quoi. C'est... on est encore, voilà, une petite ville et on doit être proche des gens, quoi. On doit être Ouais. proche des gens pour faire des projets qui répondent vraiment aux besoins des gens. Et ça, moi, c'est des trucs qui me bottent. Et je veux dire, c'était pas un rêve de gamin de peut-être être maire un jour. C'est Ouais. venu petit à petit parce que j'ai commencé à apprendre ce qu'était la vie communale. Et puis, voilà, bah, de fil en aiguille, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Et puis, de oui, pourquoi pas, on est passé à oui, oui, je vais le faire et je vais y aller, quoi. Et pour revenir un petit peu au lancer de marteau, ça va être quoi comment se qualifier au marteau? Vous en êtes où dans votre année? Ça va être quoi les étapes, les meetings? Alors, la qualif, pour les Jeux, il y a soit la qualification directe avec les minima olympiques, donc c'est Ouais, 78 mètres 20. Ce que j'espère faire dès ma première sortie, en réalité, ce que je fais d'habitude tous les ans, ouais, meeting de Forbach en Moselle, voilà.
Le Outil de classique. Forbach, le classique. L'idéal, c'est d'arriver dès fin mai à sortir plus de 78 et puis de me qualifier au jeu. Sinon, il y a le système du ranking. C'est un peu comme au tennis. Suivant les compétitions qu'on fait, elle rapporte un certain nombre de points et on se classe au ranking. Mais les années olympiques, généralement, c'est tellement fort que quasiment tout le monde fait les minima. Donc Ouais, voilà, il il faut faut pas faire. le De ranking. toute façon, si je fais pas les minima, ça va quand même être compliqué d'aller chercher une médaille au jeu parce que Ouais, complètement. ça se joue à plus de 3 mètres des minima, quoi. Mm, mm, mm. Et 2024, c'est l'année ou jamais pour la médaille? Ouais, oui. Ouais, Franchement, faut être honnête. Il y a 2025, il y a les mondiaux de 2025 d'athlétisme, mais c'est pas les Jeux 2028. ouais, Pour moi, je pense que ça sera trop loin. Euh, et oui, c'est l'année ou jamais. Puis c'est l'année où il faut surtout, parce que c'est les Jeux de Paris, quoi. c'est clair. Voilà. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent bout à bout pour que ça soit l'année, quoi. Ouais, Euh, il y a une bonne entre étoile. cette médaille d'Acier Lorrain, ces Jeux qui sont à Paris, moi qui arrive à un âge où, bah, pour le lanceur de marteau, c'est l'âge idéal. Je fais un super mois de février là actuellement. J'ai jamais été aussi fort en musculation. Et généralement, pour moi, la force, c'est signe de performance au marteau. Donc, je me dis, j'ai fait les bons choix en 2023 et ça, Ouais. c'est important. Mais oui, 2024, c'est l'année ou jamais, clairement. Bon, du coup, j'espère que ça va payer pour toi. On te souhaite J'espère. le meilleur. Merci Quentin d'avoir été. Merci. C'était Bah, super merci à intéressant. toi. Et puis, bah, on te souhaite le meilleur pour les Jeux. Et d'ici là, comptez sur moi pour vous tenir au courant des aventures olympiques de Quentin sur le site et les réseaux sociaux de letsgomez.com. Allez, à bientôt!